Le martèlement régulier et monotone de la béquille en bois sur la route de terre battue résonnait comme un métronome, marquant chaque pas sur le chemin du retour. Cole Mitchell s'adossa au tronc d'un vieux chêne, à la croisée des chemins, retira son chapeau à large bord et s'essuya le front du revers de la main. L'automne au Texas était particulièrement chaud, et même à cette heure avancée de l'après-midi, l'air restait dense et lourd, comme imprégné de l'odeur de l'herbe séchée et des feux lointains. Le bas de son pantalon militaire gauche était retroussé et fixé par une épingle de sûreté juste en dessous du genou. Cole Katia avait depuis longtemps cessé de ressentir la douleur fantôme. Mais l'habitude de vouloir ajuster sa jambe inexistante persistait. À l'hôpital, les médecins lui avaient dit qu'il s'en était bien tiré. L'amputation aurait pu être plus haute. Ils auraient pu ne pas le sauver du tout. 3 ans de guerre, des centaines de camarades tombés. Et lui, il avait survécu. Il était rentré chez lui. Mais que signifiait « Kotas » pour un homme parti jeune et valide à 24 ans et revenu estropié? Cole remit son chapeau, saisit sa béquille plus fermement et reprit sa route. Le ranch n'était plus qu'à 1 mile. Il imaginait déjà la silhouette familière de la maison sur la colline, la fumée s'échappant de la cheminée, et le vieux chien, Jack, courant à sa rencontre en remuant la queue. Sa mère devait certainement préparer des tartes. Elle avait toujours su pressentir son retour. Mais lorsque Cole atteignit le sommet de la colline et vit ce qui restait de sa maison, ses jambes, sa jambe, fléchirent. Il tomba à genoux, la béquille lui échappant des mains pour rouler sur le côté. Le ranch était en ruine. La maison construite par son grand-père n'avait plus de toit. Des traces de suie noire s'étiraient depuis les fenêtres brisées, comme des larmes sur le visage d'un mort. La porte, suspendue à un seul gond, se balançait au gré du vent dans un grincement strident. L'enclos des chevaux était détruit, ses planches éparpillées qu'aux alentours. La grange s'était effondrée, ne laissant qu'un unique mur chancelant, prêt à s'écrouler à la moindre secousse. Cole resta assis par terre, incapable de bouger. Quelque chose se brisait en lui, mais les larmes ne venaient pas. Il avait oublié comment pleurer dès la première année de la guerre, en voyant son ami déchiqueté par un obus. Depuis, tout ce qu'il ressentait restait enfoui au plus profond de lui, telle une pierre au fond d'un puits. « Cotte » murmura-t-il, bien qu'il sût qu'aucune réponse ne viendrait. Il se redressa, attrapa sa béquille et se releva péniblement. Chaque pas vers la maison était une torture, non pas physique, mais celle qui le rongeait de l'intérieur, dévorant les derniers vestiges d'espoir. Cole monta sur le porche. Les marches craquèrent sous son poids, l'une d'elles céda presque. À l'intérieur, le silence régnait. Les meubles étaient renversés, la vaisselle brisée, les rideaux arrachés. Des fragments de lettres, de vieilles photographies et des livres aux pages déchirées jonchèrent le sol. Cole ramassa une photo, lui-même, encore adolescent, posant à côté de son père près de l'enclos. Son père était mort 2 ans avant la guerre. Et Cole s'était dit à l'époque que le vieil homme avait eu de la chance de ne pas vivre ce cauchemar. Il comprenait maintenant que sa mère, elle non plus, n'avait pas vécu assez longtemps pour voir son retour. Il trouva sa tombe derrière la maison, sous le vieux pommier. Une croix rudimentaire, faite de 2 planches clouées, portait une inscription maladroitement gravée. « Elizabeth Mitchell, repose en paix ». À côté, 2 autres croix, sans doute celles de voisins, ou de ceux qui avaient tenté de la protéger. Cole s'agenouilla devant la tombe, retira son chapeau et le posa sur l'herbe. Il resta ainsi un long moment, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, peignant le ciel de teintes rouges et orangées. Le vent agitait les hautes herbes, et dans ce murmure, Cole crut entendre la voix de sa mère, douce et apaisante. « Côte 3 jours », dit-il à voix haute, la voix brisée. « Côte 4 ». Cole passa la nuit dans la maison en ruine, enveloppé dans une vieille couverture trouvée parmi les décombres. Le sommeil ne venait pas. Il était allongé, le regard fixé sur le plafond, ou plutôt
sur le ciel visible à travers le trou béant du toit. Les étoiles brillaient d'une lumière froide et indifférente. Au matin, il décida de se rendre en ville. Il devait savoir ce qui s'était passé, qui avait fait ça, et s'il restait encore quelqu'un de connaissance dans les parages. Le trajet jusqu'à Fort Griffin lui prit presque toute la journée. Autrefois, il aurait parcouru cette distance en 1 heure à cheval, mais maintenant, chaque mile semblait une éternité. La ville l'accueillit avec une agitation indifférente. Des cavaliers passaient en trombe, soulevant des nuages de poussière. De la musique s'échappait d'un lieu. Des ivrognes s'invectivaient ailleurs. Le saloon était bondé. Mais Cole repéra immédiatement le shérif à une table du fond. Tom Weaver, une vieille connaissance de son père, était assis devant une chope de bière, le regard perdu vers la fenêtre. Cole s'approcha, s'efforçant d'ignorer les regards des autres clients. Il était habitué à ce qu'on le dévisage. Les estropiés étaient nombreux en ville après la guerre. Mais cela le mettait toujours mal à l'aise. « Code 5 dit Cole en s'arrêtant près de la table. « Je peux m'asseoir » Le shérif leva la tête, et son visage s'allongea de surprise. « Code 7 » Tom se leva, lui tendit la main, et il se la serrait fermement. « Code 8, Code 6 » répondit Cole en s'asseyant et en appuyant sa béquille contre le mur. Un double. Tom fit un signe de tête au barman, et un instant plus tard, un verre de liquide ambré fut posé devant Cole. Il le but d'un trait, grimaça et s'adossa au dossier de sa chaise. « J'étais au ranch », commença Cole, d'une voix neutre malgré la rage qui bouillait en lui. Cottonum, le shérif, soupira lourdement, se frotta l'arête du nez et regarda Cole dans les yeux. « C'est arrivé il y a 8 mois. La bande de Cassidy a ravagé le comté, pillant, incendiant, tuant. Ta mère, elle n'a pas voulu partir, Cole. Je suis allé la voir moi-même. Je l'ai suppliée de venir en ville. Mais elle a dit qu'elle t'attendait, que tu reviendrais, et que c'était votre maison. » Cole serra les poings, ses phalanges blanchirent. « Cassidy » répéta-t-il. « Il est encore en vie ?»« En vie » confirma Tom en se servant une autre bière. « Mais sa bande s'est dispersée. J'ai entendu dire qu'il était quelque part dans le nord, dans les montagnes. Cole, je comprends ce que tu ressens, mais ne fais pas de bêtises. Tu ne pourras pas. Je ne pourrai pas. » Cole se tourna brusquement vers lui. « Parce qu'il me manque une jambe ?» ?»« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit Tom en levant une main apaisante. « La vengeance n'est pas une solution. Tu as déjà assez donné à la guerre. Recommence ta vie, Cole. Trouve un travail, installe-toi. Tu as encore tes terres. Tu peux reconstruire le ranch. » Avec quel argent ? Cole eut un sourire amer. « Je n'ai rien, Tom. Pas d'argent, pas de famille, pas d'avenir. » Ils restèrent assis en silence, tandis que Cole finissait son whisky et en commandait un autre. L'alcool atténuait la douleur, sans la faire disparaître complètement. Rien ne pouvait effacer cette douleur. Côte 24. Dit soudain Tom, attirant le regard de Cole. Côte 25. Côte 26. Côte 27. Cole fronça les sourcils. Anna côte 28. Côte 28. Tom le regarda attentivement. Côte 30. Côte 30. Admit Cole. Côte 32. Côte 37. Secoua la tête, Tom. Côte 44. Cole resta silencieux, digérant l'information. Un mariage de convenance. Il n'aurait jamais pensé en arriver là. Mais que lui restait-il d'autre? Un ranch en ruine, la tombe de sa mère et un désir de vengeance qui le consumait. « Où vit-elle » demanda-t-il enfin. « Sa ferme est à 20 miles au sud d'ici. Je peux t'y emmener demain, si tu veux faire sa connaissance. »« D'accord, » acquiesça Cole. « J'irai. » Cette nuit-là, il s'arrêta dans une petite auberge, louant une chambre, avec les derniers sous qui lui restaient. Allongé sur le lit, il fixait le plafond, songeant à l'étrangeté de la vie. 3 ans plus tôt, il était un jeune homme en pleine santé, plein de projets, de rêves et d'avenir. Aujourd'hui, il était un estropié, sans foyer, sans famille, acceptant un mariage de convenance avec une inconnue pour un morceau de pain et un toit. Mais peut-être
Était-ce sa chance de tout recommencer? Peut-être était-ce exactement ce dont il avait besoin. Le lendemain, Tom vint le chercher de bonne heure. Ils voyagèrent en chariot, car Cole ne pouvait rester longtemps en selle, et la route semblait interminable. Tom lui parla de Sarah. Elle était arrivée 5 ans plus tôt avec son mari. Ils avaient acheté une petite ferme et essayaient de la faire prospérer. Son mari était un homme bon et travailleur, mais il avait succombé à la fièvre en 1 semaine, la laissant seule avec 2 enfants et des dettes. « Elle s'en sort comme elle peut, » disait Tom. « Mais c'est difficile pour une femme seule, surtout par les temps qui courent. » Cole l'écoutait en silence, se faisant une image de cette femme. Probablement épuisée, lasse, désespérée. Il ne savait pas ce qu'il pourrait lui offrir, à part son habileté au tir et sa volonté de protéger ce qui restait. La ferme apparut à l'horizon vers midi. Une petite maison en bois, un enclos pour le bétail, une grange, un potager. Tout semblait bien entretenu. Mais on voyait que l'endroit nécessitait une main d'homme. Le chariot s'arrêta devant la maison et Cole descendit en s'appuyant sur sa béquille. La porte s'ouvrit et une femme apparut sur le seuil. Cole se figea. Elle n'était pas comme il l'avait imaginé. Sarah Blackwood était jeune, pas plus de 30 ans, avec des cheveux sombres noués en un simple chignon. Elle portait une robe marron délavée, un tablier taché, et ses mains étaient couvertes de farine. Son visage était fatigué, mais ses traits étaient réguliers, ses yeux sombres et attentifs. Elle le regardait, et dans son regard, Cole lut de la surprise, de la prudence et autre chose encore, peut-être de l'espoir. « Sarah », dit Tom en retirant son chapeau. « Voici Cole Mitchell, dont je t'ai parlé. » Sarah s'essuya les mains sur son tablier et fit un pas en avant. « dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Le shérif Weaver m'a dit que vous accepteriez peut-être de m'aider. »« Peut-être, » acquiesça Cole, essayant de ne pas la fixer. « Mais j'aimerais d'abord savoir ce dont vous avez besoin exactement. »« Alors, entrez, » dit Sarah, en s'écartant pour élargir le passage. Cutuckfano Cole échangea un regard avec Tom, qui lui fit un signe de tête encourageant, et se dirigea vers la maison. Lorsqu'il franchit le seuil, Sarah posa son regard sur sa béquille, puis dans ses yeux. Cole se prépara à la pitié ou au dégoût habituel, mais son regard ne contenait ni l'un ni l'autre. Juste une évaluation calme, comme si elle ne voyait pas un estropié, mais simplement un homme. Et c'était étrange, inhabituel, mais pour une raison quelconque, juste. L'intérieur de la maison sentait le pain fraîchement cuit et la cannelle. Cole s'arrêta dans l'entrée, observant les lieux. La maison était modeste mais accueillante. Une table en bois près de la fenêtre, quelques chaises, des étagères avec de la vaisselle, un poêle dans un coin. Tout était propre et bien rangé, bien que les meubles fussent visiblement vieux et parfois réparés. Des dessins d'enfants étaient accrochés au mur, et un tapis fait main recouvrait le sol. C'était un vrai foyer, pas un simple abri. D'un geste, Sarah les invita à s'asseoir à table et commença à verser le café dans des tasses. Ses mouvements étaient rapides et assurés, ceux d'une femme habituée au travail constant. Cole remarqua les callosités sur ses doigts, une coupure à son poignet pas tout à fait guérie. Elle posa les tasses devant eux, s'assit en face et croisa les mains sur la table. « Je vous remercie d'être venu, monsieur Mitchell, » commença-t-elle, le regardant droit dans les yeux. « Le shérif m'a dit que vous reveniez de la guerre. Je suis sincèrement désolé de ce que vous avez dû endurer. » Cole prit sa tasse, humant l'arôme du café. Fort, authentique. « Cotin 101, » répondit-il. « Cotin 52. Cotin 53. » dit Sarah en buvant une gorgée. Et Cole vit ses doigts trembler. « Cote 54. » Tom se racla la gorge, brisant le silence qui s'était installé. « Sarah, peut-être pourrais-tu expliquer ta situation à Cole, pour qu'il sache dans quoi il s'engage. » Sarah acquiesça, posa sa tasse et expira. « Mon mari, James, est décédé il y a un an. C'était un homme bon et travailleur. Nous sommes venus du Missouri il y a 5 ans. Nous avons acheté cette terre,
et commencé à construire la ferme. Nous avons eu 2 enfants, Emma qui a 8 ans et Tommy 5 ans. Quand James est mort, je me suis retrouvé seul avec les enfants et les dettes. J'ai essayé de tout maintenir, j'ai travaillé autant que j'ai pu, mais les forces me manquent. Et puis, les problèmes avec les bandits ont commencé. Elle se tut et Cole la vit serrer les lèvres pour garder son calme. « Quel problème, exactement ?» demanda-t-il. Au début, il passait pince juste, observait, puis repartait. Ensuite, ils ont commencé à exiger de l'argent pour leur protection. J'ai refusé, je n'en ai pas. Alors ils ont pris 2 vaches et une poule. Puis ils ont brûlé une partie de la clôture. La dernière fois, il y a 3 semaines, ils ont dit que si je ne payais pas, ils brûleraient la maison, avec nous à l'intérieur. Cole sentit quelque chose se nouer en lui. Il ne savait que trop bien de quoi de tels hommes étaient capables. Combien sont-ils? 4, parfois 5. Leur chef s'appelle Ray Dalton. Il travaillait pour la bande de Cassidy, mais quand elle s'est dissoute, il a rassemblé ses propres hommes et est resté ici. Le shérif dit qu'il n'a pas de preuves pour les arrêter, car ils savent effacer leurs traces. Tom acquiesça. Ils sévissent dans tout le comté, mais s'en prennent surtout aux femmes seules et aux personnes âgées. J'essaye d'aider, mais je n'ai que 2 adjoints pour toute la région. Cole but son café, réfléchissant. 4 ou 5 bandits. Il aurait pu s'en charger s'il avait été valide. Mais maintenant, avec une seule jambe, une béquille, il n'en était pas sûr. « Côte 62 » demanda-t-il enfin. Sarah le regarda, et dans ses yeux se lisait une détermination mêlée de désespoir. « Côte 63, soit 64, côte 65, dit-elle sans scier. « Côte 66. » Cole eut un sourire sans joie. « Côte 67, côte 61, côte 69, côte 70. » Ils restèrent silencieux, et Cole sentit le poids de cette décision peser sur lui. Il était venu sans grandes attentes, mais il comprenait maintenant que ce n'était pas un simple travail. C'était une responsabilité, pour une femme, pour des enfants, pour cette maison, et s'il acceptait, il ne pourrait plus faire marche arrière. « Qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Sarah ne s'en offusqua pas. Elle hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette question. Un toit, de la nourriture, un endroit où dormir. Je ne peux pas vous offrir d'argent, je n'en ai pas. Mais vous mangerez à votre faim et vous aurez un foyer. Et si vous voulez partir, vous pourrez le faire à tout moment. Il n'y aura aucune obligation entre nous en tant que mari et femme, sauf sur le papier. Vous dormirez dans une chambre séparée, moi dans la mienne. Nous vivrons simplement sous le même toit, et nous nous entraiderons. » Cole la regardait, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière ces mots. Elle était fière. C'était évident. Il lui était difficile de demander de l'aide, mais elle le faisait pour ses enfants. Il respectait cela. « Et les enfants ?» demanda-t-il. « Comment réagiront-ils à l'arrivée d'un nouveau père ?» Sarah baissa les yeux, et Cole vit ses épaules trembler. « Pas oublier James, et je ne vous demande pas de le remplacer. Juste d'être là, de m'aider dès qu'à les protéger. Rien de plus. » À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement, et une fillette entra en courant. Elle était menue, avec des tresses sombres, vêtue d'une robe grise rapiécée. Son visage était rouge d'avoir couru, ses yeux grands ouverts. Côte lança-t-elle d'une traite, avant de remarquer les invités et de s'immobiliser. Sarah se leva. Que d'un sept. La fillette fit une révérence maladroite, sans quitter Cole des yeux. « Que t'au s'endenti » marmonna-t-elle. « Que t'au s'en n'achignote. » Que toi. La réprimanda Sarah, mais Cole leva une main. « Que t'au gwenno à que t'au t'en-os. » La fillette s'approcha, l'examinant avec une curiosité non dissimulée. « Que t'au kédin en que t'au dit Sarah en prenant sa fille par les épaules et en la tournant vers la porte. « Que t'au gansei. » La fillette s'enfuit, et Sarah se frotta l'arête du nez avec lassitude.
que tu as ni ce que toi, dit Cole en finissant son café. Kot wetmoye. Sarah le regarda avec gratitude. Et Cole sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Tom se racla la gorge et se leva. Côte. Cole acquiesça. Il n'était pas sûr que ce soit la bonne décision, mais il n'avait nulle part où retourner. Un ranch en ruine, la tombe de sa mère, un vide dans l'âme. Peut-être trouverait-il ici un semblant de sens. D'accord, dit-il. Je resterai quelques jours. Sarah expira de soulagement. Et Cole vit ses épaules se détendre. Merci. Je vais vous montrer votre chambre. Tom prit congé et partit, tandis que Sarah conduisait Cole à travers un étroit couloir, jusqu'à une petite chambre au fond de la maison. Il y avait un lit, une petite commode, une chaise. La fenêtre donnait sur un champ d'où l'on voyait l'enclos du bétail. Simple, mais propre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi, » dit Sarah en s'arrêtant sur le seuil. « Quoi-t-on s'annonce ma Francis » dit Cole en posant son sac de voyage sur le lit. Sarah garda. Le silence un instant avant de répondre. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, et la lumière de la fenêtre éclairait son visage, soulignant la fatigue dans ses yeux. Parce que les hommes valides veulent plus que ce que je peux offrir. Ils veulent une vraie femme, une vraie famille. Moi, j'ai besoin d'un homme qui comprend ce que signifie la perte, qui n'exigera pas l'impossible. Le shérif a dit que vous aviez perdu votre mère, votre maison, que vous n'aviez nulle part où aller. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous entraider, simplement comme des gens qui ont besoin de soutien. Cole la regarda et quelque chose en lui répondit à ces mots. Elle avait raison. Il n'avait vraiment nulle part où aller. Et peut-être était-ce sa chance, non seulement de survivre, mais de vivre. « Côté Saint-Ia » dit-il. Sarah acquiesça et partit, refermant la porte derrière elle. Cole s'assit sur le lit, retira sa béquille et massa son moignon, endolori par le long trajet. Il s'allongea, les mains derrière la tête, et fixa le plafond. Qu'était-il en train de faire? Accepter un mariage avec une inconnue, prendre la responsabilité des enfants d'un autre. Lui qui peinait à prendre soin de lui-même. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait déjà pris sa décision. Car l'alternative était de retourner à une maison vide, à la tombe de sa mère, à une colère et une soif de vengeance sans fin qui le consumaient de l'intérieur. Ici, il y avait la vie, pas la sienne peut-être celle d'un autre, mais la vie tout de même. Le dîner se déroula dans le calme. Sarah avait préparé un ragoût de bœuf aux légumes, et Cole ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait mangé quelque chose d'aussi savoureux. Les enfants étaient à table. Emma l'observait en silence, tandis que le petit Tommy, un garçon aux cheveux en bataille et au sourire édenté, posait sans cesse des questions. Cottercien demandait-il en agitant sa cuillère. Je le rappelait à l'ordre Sarah. Mais Cole ne s'en formalisait pas. Tommy réfléchit, puis hocha la tête comme si c'était logique. Emma, elle, restait silencieuse, et Cole sentait son regard méfiant sur lui. Elle était plus âgée, comprenait davantage. Elle craignait probablement qu'il ne remplace son père. Après le dîner, Cole sortit sur le porche. La soirée était fraîche, le vent faisait onduler l'herbe dans le champ. Il s'assit sur les marches, allongeant sa seule jambe, et alluma un cigare trouvé dans son sac. La fumée montait en volute, se dissolvant dans le crépuscule. « demanda une voix derrière lui. Cole se retourna. Sarah se tenait sur le seuil, s'essuyant les mains avec un torchon. « C'est votre maison, » répondit-il. Elle s'assit à côté de lui, en gardant une distance respectable. Ils restèrent assis en silence, contemplant le champ. Au loin, une chouette ululait, et l'herbe bruissait sous les pas d'un petit animal. « Que te sens-tu » demanda doucement Sarah. Cole tira sur son cigare. « Que t'étendis » ? Cole la regarda. Dans la pénombre, son visage paraissait plus doux, plus jeune,
Côte-en 12 demanda-t-il. Elle sourit, mais sans joie. Le silence revint. Cole termina son cigare, jeta le mégot dans l'herbe et l'écrasa du pied. Dit-il. Sarah se tourna vers lui et quelque chose s'alluma dans ses yeux. Soulagement, gratitude, espoir. Elle tient. Merci, monsieur Mitchell. Appelez-moi Cole. D'accord. Cole. Et vous, appelez-moi Sarah. Ils se serrèrent la main, et Cole sentit la chaleur de sa paume, la rugosité de ses callosités, la force de ses doigts. C'était la main d'une femme habituée à travailler, à se battre, à survivre. « Quand nous marierons-nous » demanda-t-il. « Dès que possible. Demain, nous irons en ville pour les papiers. Le plus tôt sera le mieux. Les bandites peuvent revenir à tout moment. » Cole acquiesça. C'était étrange de penser que demain, il serait un homme marié, qu'il aurait une femme, même formellement, qu'il aurait de nouveau un foyer. Cette nuit-là, Cole ne dormit pas dans sa chambre. Il entendait les enfants bouger dans la pièce voisine. Sarah marchait dans la maison, vérifiant les verrous des portes et des fenêtres. Il pensait à ce qui l'attendait, aux bandits, aux enfants, à la femme qui deviendrait son épouse le lendemain. Et au fait que peut-être c'était là le nouveau chemin dont parlait le shérif. Un chemin non pas vers le passé, la vengeance et la colère, mais vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau. Une vie qu'il ne connaissait pas encore, mais qui valait peut-être la peine d'être tentée. La matinée commença avec le chant du coq et le craquement du plancher sous les pas de Sarah. Cole s'était réveillé plus tôt, une habitude de soldat, où le sommeil est léger et le moindre bruit vous tire de votre torpeur. Il était allongé sur son lit, regardant par la fenêtre où le ciel s'éclaircissait lentement, se teintant de rose et d'or. L'air était frais. Sentant la rosée du matin et la fumée de la cheminée, il se leva, enfila son pantalon et sa chemise, prit sa béquille et sortit de la chambre. Dans la cuisine, Sarah s'affairait déjà près du poêle, préparant le petit déjeuner. Ses cheveux étaient tressés. Elle portait que la même robe marron que la veille, mais avec un tablier propre. Elle se retourna en entendant ses pas. Code 125. Code 126, dit Cole en s'asseyant à table et en posant sa béquille à côté. À quelle heure partons-nous? Dès que les enfants auront déjeuné. Emma gardera Tommy pendant que nous serons en ville. Elle est assez grande pour s'en occuper. Cole acquiesça. Il observait Sarah se déplacer dans la cuisine. Rapidement, avec assurance, chaque geste perfectionné par des années de pratique. Elle versait le café, coupait le pain, sortait les œufs au plat du poêle. Il se sentait inutile, assis là à regarder, mais ne savait pas encore comment il pouvait aider. « Je peux faire quelque chose ?» demanda-t-il. Sarah le regarda avec surprise, puis sourit, pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Coton en 130. Cole se leva et sortit sur le porche. Le matin était calme. Seuls les oiseaux chantaient dans les buissons près de la maison. Il descendit les marches et se dirigea vers la grange, s'appuyant sur sa béquille. La terre sous ses pieds était dure et sèche. Il devait s'habituer à un nouveau rythme de marche. Ici, pas de route lisse comme en ville, seulement le sol inégal de la ferme. Il trouva les enfants dans la grange. Emma jetait du grain aux poules, depuis un seau en bois, tandis que Tommy courait après un coq qui refusait obstinément d'entrer dans l'enclos. « Que 31 en serre » dit Cole en s'arrêtant sur le seuil. Emma leva la tête, acquiesça en silence et appela son frère. Tommy abandonna sa course et se précipita vers Cole, le dévisageant de bas en haut. « Vous allez vraiment être notre papa ?» demanda le garçon sans détour. Cole ne sut que répondre. Il regarda Emma qui s'était figée, le seau à la main, attendant ses mots. « Côte en toi, dit-il prudemment. « Côte en quoi? Côte sur sens. » Tommy pencha la tête sur le côté. Le garçon lui prit la main et le tira vers la maison. Cole se laissa entraîner, remarquant du coin de l'œil le regard d'Emma. Il y avait de la prudence, de la méfiance dans ses yeux. Il la comprenait. Elle protégeait la mémoire de son père, protégeait sa mère d'un étranger.
Il lui faudrait gagner sa confiance, et ce serait plus difficile que n'importe quelle bataille. Après le petit déjeuner, Sarah enfila une robe plus stricte, d'un vert foncé avec un col montant, mit un chapeau et prit un petit sac à main. Cole fit également sa toilette. Il se rasa, se coiffa, et revêtit la seule veste propre qui lui restait. Il ressemblait à un couple ordinaire se rendant en ville pour des affaires. Mais tous deux savaient que ce n'était pas le cas. Le chariot grinçait sur les caoutes, et Cole se tenait au bord du siège pour ne pas tomber. Sarah menait les chevaux avec assurance, et il voyait qu'elle avait l'habitude de tout faire seule. La route serpentait à travers les champs, longeant de rares fermes et un ruisseau à sécher. Ils voyageaient en silence, chacun plongé dans ses pensées. « 440 ans, dit soudain Sarah, sans quitter la route des yeux. « 441. Cole la regarda. « 442, 443, 443. Elle se tourna enfin vers lui, et dans ses yeux, il vit une peur mêlée d'espoir. « Non, je veux que vous restiez, mais je ne veux pas que vous vous sentiez pris au piège. » Cole eut un petit rire. « J'ai connu de vrais pièges, Madame Blackwood. Sous le feu, encerclé, sans nourriture ni eau. Ça, ce n'est pas un piège, c'est un choix, et je l'ai fait. » Sarah acquiesça et reporta son attention sur la route, mais Cole remarqua que ses épaules s'étaient détendues. À Fort Griffin, ils se dirigèrent directement vers le bureau du juge. Le vieux monsieur Harrison était le seul en ville habilité à célébrer les mariages, et il les accueillit avec curiosité et une légère perplexité. « 447. » Il regarda Cole par-dessus ses lunettes. « 448. » se présenta Cole. « 449. » dit le juge en désignant la béquille. « 450. » dit fermement Sarah. « 400. » Harrison se gratta la barbe grise. « 450. » dit-il. Sarah, en se retournant et en sortant du bureau, laissant Cole seul avec le juge. Le vieil homme le toisa d'un regard évaluateur. « C'est une bonne femme, Sarah, travailleuse, honnête. » James était heureux sérieux avec elle. « Je sais, » répondit Cole sans ciller. « Et vous, la rendrez-vous heureuse? J'essaierai de la protéger, elle et les enfants. C'est tout ce que je peux promettre. » Harrison acquiesça comme si cette réponse le satisfaisait. « C'est suffisant. De nos jours, la protection vaut plus que le bonheur. » Sarah revint 10 minutes plus tard, avec 2 témoins. La propriétaire de la boutique de tissu local, une vieille dame nommée Madame O'Connor, et un forgeron du nom de Jack Morris. Ils se tenaient dans le bureau exigu du juge, et Harrison commença la cérémonie. Tout se déroula rapidement, de manière banale. Le juge lut un texte dans un livre, leur demanda s'ils consentaient à s'unir par les liens du mariage. Cole dit « 468 », sa voix résonnant sourdement dans le silence de la pièce. Sarah répéta la même chose, sa voix tremblant sur la dernière syllabe. Harrison les déclara mari et femme et leur demanda de signer le registre. Cole prit la plume et traça son nom. Les lettres étaient mal assurées. Sa main n'avait plus l'habitude d'écrire. Sarah signa à côté, d'une écriture soignée et élégante. Les témoins apposèrent également leur signature, et le juge leur tendit le document. Code sans sens. Personne ne les félicita, personne ne se réjouit. C'était un mariage de convenance, et tout le monde le comprenait. Madame O'Connor serra la main de Sarah et lui souhaita bonne chance. Le forgeron tapa sur l'épaule de Cole et partit sans un mot. Ils sortirent du bureau, et Sarah rangea le document dans son sac. « C'est fait, » dit-elle d'une voix lasse. 463. Cole la regardait, son visage fatigué, ses mains serrant fermement son sac. Il comprit soudain que pour elle, c'était plus difficile que pour lui. Elle avait aimé son mari, et maintenant, elle épousait un étranger pour survivre. C'était un sacrifice que peu de gens auraient sans pu faire. 454, dit-il doucement. Sarah leva les yeux vers lui. Elle ne répondit pas, se contenta d'acquiescer et se dirigea vers le chariot. Cole la suivit,
et ils reprirent la route en silence. À la maison, les enfants les attendaient. Tommy courut sur le porche en criant « Maman est revenue, Guy, maman est revenue, et Cole aussi ». Emma se tenait sur le seuil, et quand Sarah lui annonça qu'ils étaient désormais mariés, la fillette pâlit et s'enfuit dans sa chambre. Sarah la suivit, tandis que Cole restait avec Tommy, qui exigeait qu'on lui montre comment tirer avec un revolver. « Quoi, tout sans toi ?» dit Cole en s'asseyant sur le porche. « Mais je vais grandir, et je protégerai maman comme papa !» Cole regarda le garçon sérieux, les yeux brillants. Il n'avait que 5 ans, mais il comprenait déjà ce que signifiait protéger sa famille. « Quatre nomos » dit Cole en sortant un petit couteau de poche. « Cotanisoni, tinance » Tommy secoua la tête. « Cotin 112 » Le garçon s'assit à côté de lui, et Cole commença à lui montrer comment tenir le couteau, comment guider la lame sur le bois. Tommy écoutait attentivement, et Cole sentit qu'un lien se créait entre eux. Pas celui d'un père et d'un fils, mais quelque chose d'autre, de tout aussi important. Le soir, quand les enfants furent couchés, Cole sortit sur le porche. La nuit était chaude et étoilée. Il était assis sur les marches, fumant un cigare et pensant à la tournure étrange qu'avait prise sa vie. Une semaine plus tôt, il était seul, sans but, sans foyer. Maintenant, il avait une femme, des enfants, des responsabilités. Que en 513. Sarah sortit de la maison, enveloppée dans un châle. Que 504. Elle s'assit à côté de lui, et ils restèrent en silence. Cole sentait sa présence, sa chaleur, une odeur de lavande, sa respiration calme. « Emma se calmera », dit doucement Sarah. « Elle a juste besoin de temps. Je comprends, elle protège la mémoire de son père. Oui, elle l'aimait beaucoup. » Sarah fit une pause. « Vous vous entendez bien avec Tommy. C'est un bon garçon, courageux, parfois trop courageux. J'ai peur qu'il ne s'attire des ennuis. » Cole la regarda. « Je veillerai sur lui. Je vous le promets. » Sarah se tourna vers lui, et au clair de lune, son visage semblait presque fantomatique. « Pourquoi faites-vous ça, Cole? Vraiment? Pas pour un toit. Vous auriez pu trouver du travail, vous installer ailleurs. Pourquoi vous encombrer d'une famille qui n'est pas la vôtre, de problèmes qui ne sont pas les vôtres? » Cole tira sur son cigare, réfléchissant à sa réponse. « Parce que j'avais besoin d'une raison de continuer à vivre. Après la guerre, après ce qui est arrivé à ma mère, j'étais vide. La colère et la soif de vengeance, ce n'est pas une vie. Mais ici, il y a quelque chose de réel. Des enfants qui ont besoin de protection. Une femme qui se bat pour sa famille. Une maison qu'il faut défendre. Ça me donne un but. » Sarah écoutait sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle posa une main sur son épaule. Prudemment, un bref instant. « 435 » murmura-t-elle. « 435 » Sa main se retira, mais la chaleur demeura. Cole sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas de l'amour, il était trop tôt, mais quelque chose qui ressemblait au début d'un lien, à la reconnaissance qu'ils n'étaient plus de simples étrangers ayant conclu un marché. Ils étaient devenus quelque chose de plus. Cette nuit-là, Cole ne put dormir. Il était allongé, écoutant les bruits de la maison. Le craquement du plancher, le vent qui faisait vibrer les volets, le hurlement lointain d'un coyote. Et soudain, il entendit autre chose, un bruit de sabots. Il se redressa brusquement, attrapa sa béquille et le revolver qu'il gardait toujours sous son oreiller. Le bruit se rapprochait. Plusieurs cavaliers. Cole se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Au clair de lune, il vit 4 hommes à cheval. Ils se dirigeaient lentement vers la maison, l'un d'eux tenant une torche. Cole comprit aussitôt. Les bandits. Il sortit de sa chambre et vit que Sarah était également réveillée. Elle se tenait dans le couloir en chemise de nuit, un fusil à la main. « Cotmonton » murmura-t-elle, la peur dans la voix. « Que t'es ordonna Cole. « Que t'es Sarah se précipita vers la chambre des enfants, tandis que Cole se dirigeait vers la porte d'entrée.
Son cœur battait calmement, ses mains ne tremblaient pas. La guerre lui avait appris à ne pas avoir peur. Il ouvrit la porte et sortit sur le porche, le revolver prêt à faire feu. Les cavaliers s'arrêtèrent devant la maison. Celui qui tenait la torche était un homme costaud, barbu, avec une cicatrice lui barrant le visage. « Ray Dalton », se dit Cole. « Côte 192 », lança Dalton avec un sourire narquois. « Côte 193 sources. Côte moins 4 », répondit froidement Cole. « Côte 185 ». Les bandits échangèrent un regard, et l'un d'eux éclata de rire. « Côte 186 ». Cole ne broncha pas. « Côte 127 ». Dalton cracha et se pencha en avant sur sa selle. « Côte 128 ». Côte 199. Côte 200, ricana Dalton. Côte 200. Cole leva son revolver et le pointa directement sur Dalton. Côte 200. Un silence pesant s'installa. Les bandits regardaient Cole, essayant de savoir s'il bluffait. Cole se tenait immobile, sa main aussi ferme qu'un roc. Finalement, Dalton jura et fit faire demi-tour à son cheval. « D'accord, le héros. Mais on reviendra, et la prochaine fois, la conversation sera plus courte. » Ils s'éloignèrent main au galop, et Cole resta sur le porche jusqu'à ce que le bruit des sabots se dissolve dans la nuit. C'est seulement alors qu'il abaissa son revolver et l'expira. Ses mains se mirent à trembler, une réaction tardive. Il s'assit sur une marche, posa le revolver à côté de lui et se couvrit le visage de ses mains. Que 204. La voix de Sarah était douce. Elle sortit de la maison et s'assit à côté de lui. « Ils sont partis ? » ?»« Pour l'instant, mais ils reviendront. »« Je sais. » Ils restèrent assis en silence et Cole sentit Sarah trembler. Il passa un bras autour de ses épaules. Maladroitement, avec précaution. Elle se blottit contre lui et il sentit ses larmes couler sur sa chemise. « Tout ira bien, » murmura-t-il, « je te le promets. » Et à cet instant, il comprit que ce n'était plus un simple arrangement. C'était devenu personnel. Le matin qui suivit cette nuit commença dans le silence. Cole se réveilla à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à peine à travers les rideaux. Il était allongé, fixant le plafond et écoutant la maison s'éveiller. Le craquement du plancher dans la chambre de Sarah, ses pas feutrés, le tintement de la vaisselle dans la cuisine. Des bruits de vie ordinaire, mais après la rencontre nocturne avec les bandits, il semblait particulièrement fragile, comme s'il pouvait se briser à tout instant. Il se leva, s'habilla et sortit de sa chambre. Dans la cuisine, Sarah lui tournait le dos près du poêle. Et à la tension de ses épaules, Cole devina qu'elle n'avait pas dormi le reste de la nuit. Il s'approcha doucement et s'arrêta sur le seuil. « Le café est prêt », demanda-t-il. Sarah sursauta et se retourna. Son visage était pâle, cerné, mais son regard était ferme. « Presque, asseyez-vous. » Cole s'assit à table, la regardant verser le café. Ses mains tremblaient très légèrement, à peine perceptiblement, mais il le voyait. Elle posa la tasse devant lui et s'assit en face, en serrant la sienne de ses deux mains, comme pour se réchauffer. « Ils reviendront », dit-elle doucement sans lever les yeux. Dalton n'est pas du genre à abandonner. « Je sais, » dit Cole en buvant une gorgée de café brûlant. « C'est pourquoi il faut se préparer. » « Comment ? » « On va fortifier la maison, vérifier toutes les serrures, barricader les fenêtres superflues. Je vous apprendrai à mieux tirer, si nécessaire. Et j'irai parler au shérif, pour qu'il sache qu'ils sont venus. » Sarah leva enfin les yeux. « Vous n'êtes pas obligé de risquer votre vie pour nous. Cela ne faisait pas partie de l'accord. » Cole posa sa tasse et se pencha en avant. « Sarah, à partir du moment où je suis sorti sur ce porche avec un revolver, c'est devenu une partie de l'accord. Ils connaissent mon visage maintenant. Même si je pars, ils me retrouveront. Il n'y a nulle part où fuir. Il ne reste plus qu'à se battre. » Elle le regarda longuement, d'un air scrutateur. Et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux.
pas seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus profond, de la confiance, peut-être, ou le début d'autre chose. « Vous n'êtes pas comme je le pensais, » dit-elle enfin. « Et comment me pensiez-vous » ? Brisé, perdu, un homme qui a accepté ce mariage par désespoir. « Et ce n'est pas le cas » ? Sarah secoua la tête. « Non, vous n'êtes pas brisé. Vous cherchiez simplement un endroit où utiliser votre force. Et vous l'avez trouvé. » Cole ne sut que répondre. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avait-il vraiment besoin d'une raison de se sentir à nouveau utile, nécessaire. La guerre lui avait donné un but, survivre. Mais après, il y avait eu le vide. Ici, un nouveau but était apparu. Protéger. Emma apparut sur le seuil. Ses cheveux étaient en désordre, son visage endormi. Elle les regarda tous les deux, puis sa mère. Coton 25, Sarah se leva, s'approcha de sa fille et s'accroupit devant elle. Coton 26. La fillette tourna son regard vers Cole, et il vit dans ses yeux un mélange de curiosité et de cette même méfiance. Coton 27, Coton 28, répondit honnêtement Cole. Coton 17, Coton 39, Coton 31. Emma le fixa longuement, puis acquiesça lentement. C'était un petit pas, mais un pas en avant. Cole sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Après le petit déjeuner, Cole se mit au travail. Il commença par faire le tour de la maison, inspectant les fenêtres et les portes. Il découvrit que 2 fenêtres à l'arrière n'avaient pas de verrou et qu'une porte de la grange ne tenait qu'à un fil. Il demanda des outils à Sarah, qui lui montra une petite remise où tout le nécessaire était entreposé. Travailler avec une seule jambe n'était pas facile. Il devait constamment chercher un appui, s'adosser au mur, s'asseoir là où il le pouvait. Mais Cole ne baissa pas les bras. Il réparait, renforçait, barricadait. La sueur coulait dans son dos. Son moignon le faisait souffrir à cause de la tension, mais il continuait. Quote 232. Demanda une voix à côté de lui. Cole se retourna. Emma se tenait là, un marteau à la main, trop grand pour ses petites mains, mais elle le tenait avec détermination. « Que te t'entraînas » demanda-t-il. « Que te donne 34 » Cole acquiesça et lui tendit une planche. « Que te donne 35 » Ils travaillèrent ensemble et Cole lui montra comment tenir le marteau, comment frapper avec précision pour que le clou s'enfonce droit. Emma écoutait attentivement, fronçant le nez sous l'effort. Et lorsqu'elle réussit enfin à planter son premier clou correctement, un sourire illumina son visage. « J'ai réussi !»« Bravo !» la félicita Cole, et la fillette rayonna. Et ils travaillèrent ensemble jusqu'au déjeuner, et Cole remarqua qu'Emma lui parlait davantage. Elle lui racontait des histoires sur son père, sur la façon dont il avait construit cette grange, comment il lui avait appris à s'occuper des poules. Cole écoutait sans l'interrompre, comprenant que c'était important pour elle de préserver la mémoire de son père, de parler de lui. « Côte 230 dit Cole quand ils eurent fini. « Côte 230 dans l'hiver » dit Emma en s'essuyant le nez d'une main sale. « Côte 240 » C'était une reconnaissance, et Cole l'accepta avec gratitude. Au déjeuner, Sarah les regardait tous les deux avec un mélange de surprise et de soulagement. Tommy bavardait sans arrêt, racontant comment il s'entraînait à sculpter le bois avec le couteau que Cole lui avait donné. Emma était également animée, montrant à sa mère ses mains couvertes de callosité à cause du marteau. « Vous avez bien travaillé » dit Sarah, sa voix empreinte de chaleur. « Merci, Cole. »« De rien. C'est ma maison aussi, maintenant. » Les mots ne lui avaient échappé, et Cole fut surpris de leur sincérité. Il commençait vraiment à considérer cet endroit comme son foyer. En quelques jours, il s'était habitué au craquement du plancher, à l'odeur du pain frais, aux voix des enfants derrière le mur. C'était devenu une partie de sa vie, et il ne voulait pas la perdre. Après le déjeuner, il partit en ville avec le chariot. Il devait parler au shérif et acheter des munitions. Sarah lui donna un peu d'argent, le dernier qu'elle avait, et Cole promit de le dépenser judicieusement. En ville, il se rendit d'abord chez le shérif. Tom Weaver était assis dans son bureau, triant des papiers, et leva la tête avec surprise quand Cole entra. « Cole, comment va la vie de jeune marié ?»
Intéressante, dit Cole en s'asseyant en face de lui. Côte 46. Tom fronça les sourcils et mit ses papiers de côté. Côte 247. Côte 248. Le shérif jura à voix basse. Côte 49. Côte 200. Côte 205. Côte 252. Tom le regarda d'un air évaluateur. Cole, tu es sûr? Ils sont 4, peut-être plus. Et toi? Je suis un estropié, oui, le coupa Cole, mais je peux encore tirer. Et j'ai une bonne raison de ne pas rater ma cible. Le shérif acquiesça lentement. D'accord, mais sois prudent. Et si quoi que ce soit arrive, envoie quelqu'un de me chercher. Je ne sais pas si j'arriverai à temps, mais j'essaierai au moins d'aider. Cole le remercia et se rendit au magasin. Il acheta des munitions, quelques provisions et une corde, au cas où il faudrait renforcer autre chose. En payant, le propriétaire du magasin, le vieux monsieur Gibbs, le regarda avec curiosité. « J'ai entendu dire que vous aviez épousé la veuve Blackwood. C'est courageux. » « Pourquoi courageux ? » ?»« Parce qu'elle a des problèmes avec des bandits. Mais peut-être que vous êtes l'homme qu'il lui faut. » « Un vétéran, j'ai entendu dire. »« Oui. » Gibbs hocha la tête avec respect. « Alors, bonne chance, et prenez soin de cette femme. C'est une femme bien. » Cole rentra à la ferme vers le soir. Les enfants jouaient dans la cour. Sarah étendait le linge sur une corde. Elle se retourna en entendant le grincement du chariot et sourit, un sourire simple et chaleureux qui la rajeunissait. « Tu as tout trouvé ? » ?»« Oui, et j'ai parlé au shérif. » Ils déchargèrent le chariot ensemble, et Cole remarqua à quel point ils se tenaient proches. Comment leurs mains se frôlaient parfois en se passant les sacs. C'était un des détails, mais il signifiait quelque chose. Des ponts se construisaient entre eux, lentement, prudemment, mais ils se construisaient. Le soir, après le dîner, quand les enfants furent couchés, Cole était assis sur le porche, nettoyant son revolver. C'était un rituel apaisant. Démonter, nettoyer chaque pièce, huiler, remonter. Sarah sortit et s'assit à côté de lui. Côte 264, côte 265, côte 266. Et Cole réfléchit à sa réponse. Côte 267. Sarah posa une main sur son épaule, fermement, avec assurance. Côte 269, côte 269, côte 269, sourit-elle. Côte 271. Ils restèrent assis en silence, et Cole sentit la chaleur de sa main sur son épaule. Il comprenait que quelque chose changeait entre eux. Ce n'était plus un simple accord commercial. Ils devenaient quelque chose de plus. Des partenaires, peut-être. Ou même des amis, ou peut-être encore autre chose. Mais il ne voulait pas y penser pour l'instant. « Côte 272, » dit-il doucement. « Côte aux rats. » Elle le regarda, et des larmes brillaient dans ses yeux. « Côte 204. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Cole dormit paisiblement. Il ne rêva pas des cauchemars de la guerre, de sang et de mort, mais d'autre chose, d'une maison, d'une famille, d'une vie tranquille. Et quand il se réveilla le matin, il comprit que ses rêves ce n'étaient pas de simples songes. Ils étaient une possibilité, un avenir qu'il pouvait construire, s'il avait seulement la force de le protéger. Il se leva, s'habilla et sortit de sa chambre. Dans la cuisine, l'odeur du café flottait déjà, et Sarah se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil se lever. Elle se retourna en entendant ses pas et sourit. « Bonjour, Cole. Bonjour, Sarah. » Et dans ces simples mots, il y avait quelque chose de nouveau, une proximité qui n'existait pas auparavant, le début de quelque chose d'important. Cole ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais il savait une chose. Il n'était plus seul, et cela le rendait plus fort. 3 semaines passèrent sans qu'on s'en aperçoive, comme dissoutes dans le travail quotidien et les soirées tranquilles sur le porche. Cole s'habitua au rythme de la ferme, les levers matinaux, le travail jusqu'à l'épuisement, le simple dîner à la lueur d'une lampe à pétrole. Il s'habitua aux voix des enfants, à l'odeur du pain fraîchement cuit, à la façon dont Sarah fredonnait quand elle pensait que personne ne l'entendait. Il apprit à Tommy à sculpter des figurines simples en bois,
et le garçon portait désormais constamment sur lui un couteau et un morceau de bois, s'efforçant de reproduire ce que Cole lui montrait. Emma aussi se rapprocha. Elle l'aidait Tati à réparer la clôture, lui tendait les outils, lui racontait des histoires sur l'école et ses amis. Elle ne le regardait plus avec méfiance, et cela lui réchauffait le cœur. Mais le changement le plus important concernait Sarah. Quelque chose de non dit, mais de palpable, grandissait entre eux. Ils travaillaient côte à côte, et leurs mouvements devenaient de plus en plus coordonnés, comme une danse apprise par cœur. Elle lui tendait un outil sans qu'il ait à le demander. Il savait quand elle avait besoin d'aide au simple changement de sa respiration. Ils avaient appris à se taire ensemble, et ce silence était confortable, chaleureux. Le soir, ils s'asseyaient sur le porche et discutaient. Du passé de la guerre de James, des rêves inachevés. Sarah racontait comment, avec son mari, ils avaient prévu d'agrandir la ferme, d'acheter plus de bétail, peut-être de construire une plus grande maison. Cole écoutait et pensait que ses rêves ne devaient pas nécessairement mourir avec James. Peut-être pourrait-il aider à les réaliser. Un matin, alors que Cole travaillait dans la grange, essayant de réparer une roue de chariot cassée, Sarah s'approcha. Elle tenait un panier de pommes, rouges, mûres, cueillies sur l'arbre derrière la maison. « Quoi ton sait ?» dit-elle en posant le panier à côté de lui. « Quoi ton diat ?» Cole se redressa, s'essuya les mains sur son pantalon. Son dos était douloureux, son moignon le lançait à cause de la tension constante. Mais il ne se plaignait pas. Le travail l'aidait à oublier la douleur, le passé, la guerre. Côte 269. Côte de Katia, côte de Quinre. Secoua la tête, Cole. Côte de Théa. Sarah s'assit sur une caisse renversée, observant son travail. Cole, je voulais vous parler d'argent. Nous ne gagnons presque rien. La récolte a été maigre. Le bétail y a été vendu avant votre arrivée. Je ne sais pas comment nous allons passer l'hiver. Cole prit une pomme dans le panier et croqua dedans, sucrée, avec une légère acidité. J'y ai pensé. J'ai de l'expérience dans le dressage de chevaux. Mon père m'a appris quand j'étais enfant. Peut-être que des gens seraient prêts à payer pour ça. C'est une bonne idée, acquiesça Sarah. Mais il faudrait au moins un cheval pour montrer ce que vous savez faire. Nous avons la vieille jument, celle qui tire le chariot. Maggie, elle est vieille et têtue. Vous pensez pouvoir en faire quelque chose? Cole eut un petit rire. Ah, j'ai travaillé avec des chevaux qui ont essayé de me tuer. Je m'en sortirai avec une jument têtue. Sarah se mit à rire, et ce son était si léger, si sincère, que Cole se figea. Il ne l'avait jamais entendue rire auparavant. Elle avait toujours été sérieuse, fatiguée, tendue. Et maintenant, elle riait, et cela transfigurait son visage, le rendait magnifique. Demanda-t-elle, remarquant son regard. Coton son coton noir douce, dit-elle en baissant les yeux sur ses mains. Que ton train la côte tons, dit Cole doucement, mais sincèrement. Ils restèrent net assis en silence, tandis que Cole finissait sa pomme et que Sarah le regardait. Puis elle se leva et prit le panier. Côte rançon, côte droissesse, côte droit. Qui te sentit? Sourit Cole. Côte d'enfant fronça les sourcils, Sarah. Côte 300, côte 300 cigaros. Elle resta silencieuse, cherchant ses mots. Côte aussi. Cole ne sut que répondre. Les compliments l'avaient toujours mis mal à l'aise, surtout les plus sincères. Il se contenta d'acquiescer, et Sarah partit, le laissant seul avec ses pensées. Le soir même, il commença à travailler avec Maggie. La vieille jument était effectivement têtue. Elle renâclait, se détournait, refusait d'obéir. Mais Cole était patient. Il lui parlait doucement, lui caressait l'enclure, lui donnait des friandises. Peu à peu, la jument commença à lui faire confiance. Et après quelques jours, elle se laissait sceller sans résistance. Les enfants observaient son travail avec admiration. Tommy essayait de l'imiter, caressant le nez de Maggie et lui murmurant des mots doux. Emma posait des questions. Comment savoir si un cheval vous fait confiance? Pourquoi ne faut-il pas lui crier dessus?
comment bien tenir les rênes. Quote 3-3-6, expliquait Cole. Quote 3-6, quote 3-6, demanda Emma. Quote 3-6. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes rouges et orangées, Cole était assis sur le porche, réparant une bride. Ses doigts travaillaient avec agilité les lanières de cuir, malgré la faible luminosité. Sarah sortit de la maison tenant 2 tasses de thé. « Je peux m'asseoir » ? Bien sûr. Elle s'assit à côté de lui et lui tendit une tasse. Ils burent en silence, regardant le coucher du soleil. L'air était frais, sentant l'automne et la fumée des fermes voisines. « Côte 3-9, dit doucement Sarah. « Côte 3-10, côte 3, dit Cole en posant une main sur son épaule. « Côte 3 dans, côte 3, côte 3. » Sarah se tourna vers lui et à la lumière du crépuscule, ses yeux semblaient dorés. « Côte 3. » Le cœur de Cole s'accéléra. Il la regardait, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. « Côte 3, » dit-elle en baissant les yeux. « Côte 3. » Cole resta silencieux, réfléchissant à ces mots. Lui aussi le sentait, cette chaleur qui se répandait dans sa poitrine quand il la voyait. Le désir de la protéger, non par devoir, mais parce qu'il ne pouvait imaginer la vie sans elle. Mais c'était trop rapide, trop soudain. Il l'avait épousée il y a 1 mois. Ils se connaissaient à peine. Mais est-ce que cela avait de l'importance? Les sentiments se mesuraient-ils au temps? Côte 319, dit-il enfin, la voix rauque. Côte 320. Sarah leva la tête et des larmes brillaient dans ses yeux. Côte 309, côte 322. Ils restèrent assis, se regardant dans les yeux, et un fil invisible semblait se tendre entre eux. Cole se pencha lentement en avant, lui laissant la possibilité de reculer. Mais elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, avec prudence, avec douceur, comme le premier contact avec quelque chose de fragile et de précieux. Le baiser fut bref, mais il contenait tout. Une promesse, un espoir, le début de quelque chose de nouveau. Quand ils se séparèrent, Sarah souriait à travers ses larmes. « Côté ouvrour, murmura-t-elle. Côté notre donc côté rosrandeta, dit Cole en prenant sa main dans la sienne. Côté translias. » Ils restèrent ainsi, se tenant la main, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse complètement et que les premières étoiles s'allument au-dessus de leur tête. Puis Sarah se leva et l'entraîna à l'intérieur. « Allons-y, il est temps de dîner. Les enfants attendent. » Cette nuit-là, allongé dans son lit, Cole ne put dormir. Il pensait au baiser, aux mots de Sarah, à ce qui se passait entre eux. C'était inattendu, rapide, mais si juste. Comme si tout se mettait en place. Mais le bonheur fut de courte durée. Le lendemain, alors que Cole travaillait avec Maggie dans l'enclos, montrant à Emma comment sceller correctement un cheval, il entendit un bruit de sabots, de nombreux sabots. Il se retourna et vit un groupe de cavaliers se dirigeant vers la ferme. Ray Dalton était de retour, et cette fois, il n'avait pas amené 4, mais 7 hommes avec lui. Cole sentit tout se contracter en lui. 7 contre 1, de mauvaise chance, même pour un tireur expérimenté. Mais il n'avait pas le choix. « Emma court à la maison », ordonna-t-il d'une voix basse mais ferme. Quotevrenière, la fillette se mit à courir. Et Cole se dirigea vers la maison, s'appuyant sur sa béquille. Il entra, attrapa son revolver et des munitions, et sortit sur le porche. Sarah était sur le seuil avec son fusil. « Je n'irai pas à la cave, » dit-elle fermement. « Je resterai à vos côtés. » Sarah, ne discutez pas, c'est ma maison, ma famille, je les protégerai. Cole la regarda. Son visage déterminé, ses mains agrippant fermement le fusil, et acquiesça. Ils se placèrent côte à côte, faisant face aux cavaliers qui approchaient. Dalton s'arrêta à quelques mètres de la maison et mit pied à terre. Les autres restèrent à cheval, formant un demi-cercle. Tous étaient armés. « Que 3 Tomainiwa » ricana Dalton. « Que 3 silencieux » dit Cole en pointant son revolver sur lui. « Que 3 dit doucement Sarah à côté de lui.
et Cole comprit qu'elle ne s'adressait pas à lui. Dalton cracha et sortit son revolver. Côte 3-40. Côte 3-40. Cole n'eut pas le temps de finir. L'un des bandits à l'arrière tira, et la balle siffla tout près, frappant le mur de la maison. Cole se retourna instinctivement et riposta, touchant le tireur à l'épaule. L'homme cria et tomba de son cheval. La fusillade avait commencé. Les balles sifflaient de toutes parts. Cole tirait, rechargeait, tirait à nouveau. À côté de lui, le fusil de Sarah tonnait. Il entendait sa respiration, le bruit de son rechargement, ses jurons. Il se tenait dos à dos, protégeant la maison, protégeant les enfants à l'intérieur. Cole en toucha deux autres. L'un tomba raide mort, l'autre fut blessé. Mais ils étaient trop nombreux. Une balle lui érafla le bras, une autre traversa son chapeau. Il sentait le sang couler sur ses doigts, mais ne s'arrêtait pas. « Cole, à droite !» cria Sarah, et il se retourna pour tirer. Un autre bandit tomba, mais Dalton était toujours indemne. Il se cachait derrière le chariot, tirant de là. Cole savait qu'il devait éliminer le chef pour que les autres se dispersent. Il fit un pas en avant, visa et trébucha. Sa béquille s'enfonça dans un trou, sa jambe se tordit, et Cole tomba à genoux. Dalton le vit, eut un sourire narquois, et leva son revolver, visant la tête de Cole. Le temps ralentit. Cole voyait le doigt sur la gâchette, le sourire sur le visage de Dalton. Et il comprit qu'il n'aurait pas le temps. Mais un coup de feu retentit, pas celui de Dalton. Le bandit sursauta, baissa les yeux vers la tache rouge sur sa poitrine, et s'effondra. Cole se retourna. Sur le porche se tenait Sarah, son fusil encore fumant, le visage pâle mais déterminé. Elle lui avait sauvé la vie. Les bandits restants, voyant leur chef mort, firent demi-tour et s'enfuirent au galop. La fusillade cessa. Le silence revint, seulement troublé par un sifflement dans les oreilles et des respirations haletantes. Cole se releva et s'approcha en boitant de Sarah. Elle était là, tenant toujours son fusil, tremblante. Il la prit dans ses bras, et elle laissa tomber son arme pour s'agripper à sa chemise. « J'ai tué un homme, » murmura-t-elle. « Je l'ai tué. »« Tu m'as sauvé la vie, » dit Cole en la serrant fort. « Tu as sauvé nos enfants. Tu es une héroïne, Sarah. » Elle pleura sur son épaule, et il la tint simplement jusqu'à ce qu'elle se calme. Puis ils entrèrent dans l'entrance de la maison, où les enfants terrifiés les attendaient. Emma se jeta dans les bras de sa mère, Tommy dans ceux de Cole. Ils s'étreignirent, pleurèrent, se réconfortèrent mutuellement. Et quand tout se fut apaisé, Cole comprit l'essentiel. Ils avaient survécu, ensemble, en famille. Et ce n'était que le début. Le shérif Tom Weaver arriva à la ferme 1 heure après la fusillade. Un voisin avait entendu les coupes de feu et s'était précipité en ville. Tom mit pied à terre, examina les corps dans la cour et siffla entre ses dents. « Mon Dieu, Cole, vous avez provoqué un vrai carnage ici, toi et Sarah. » Cole était assis sur le porche, tandis que Sarah pansait son bras blessé. Les enfants étaient à l'intérieur, et il entendait Emma chanter doucement une berceuse à Tommy pour le calmer. Son bras le faisait souffrir, mais la blessure était légère. La balle n'avait fait qu'érafler la peau. « Côte 3 tonniers » dit Cole en grimaçant, lorsque Sarah serra le bandage. « Côte 3 » Tom examina les corps, les interrogea tous les deux et nota tout dans son carnet. Puis il appela ses adjoints pour emporter les morts. Quand tout fut terminé, il s'assit à côté de Cole sur les marches. C'est de la légitime défense, aucun doute. Il y a des témoins, les preuves sont claires. Mais, Cole, tu te rends compte de ce que tu as fait. 7 hommes armés. Et toi, avec une seule jambe et une femme, contre ceux, c'était de la folie. C'était une nécessité, dit Cole en allumant un cigare. Je n'avais pas le choix. C'est notre terre, notre maison, notre famille. Tom regarda Sarah, qui se tenait sur le seuil, puis de nouveau Cole. Notre famille, dit-tu. Vous vous êtes vite attachés. Vite, acquiesça Cole. Mais pour de vrai. Le shérif hocha la tête,
lui tapa sur l'épaule et repartit, promettant que les membres restants de la bande ne reviendraient plus. Après la mort de Dalton et de 3 autres, il n'y aurait plus personne pour chercher à se venger. Quand ils furent seuls, Sarah s'assit à côté de Cole. Le soleil déclinait, baignant la cour d'une lumière dorée. Les traces de sang avaient été recouvertes de terre, les douilles vides ramassées. Bientôt, il ne resterait plus aucune trace de ce qui s'était passé, sauf dans les mémoires. Cote 356. Avoua Sarah en regardant ses mains. Cote 357. Cole prit sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts. Cote 301, cote 3C, cote 3C. Sarah le regarda, et ses yeux exprimaient une gratitude mêlée d'autre chose, d'amour, comprit Cole. Un amour vrai, profond, forgé dans le feu de l'épreuve. « Je vous aime, Cole », dit-elle doucement mais fermement. « Je l'ai compris aujourd'hui, quand je l'ai vu vous viser. À cet instant, j'ai su que je ne pouvais pas vous perdre, que vous étiez devenu plus qu'un simple homme vivant sous mon toit. Vous êtes devenu à moi. » Cole sentit une chaleur se répandre dans tout son corps. Il se tourna vers elle, prit son visage entre ses mains. « Je vous aime aussi, Sarah. Je crois que je vous ai aimé dès le premier jour, quand je vous ai vu sur le seuil, les mains couvertes de farine. Effrayée mais fière. Forte, même quand les forces semblaient vous manquer. Vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Il l'embrassa. Non pas avec prudence comme la première fois, mais avec passion, avec un sentiment qui s'était accumulé pendant toutes ces semaines. Elle répondit à son baiser, l'enlaçant par le cou, se pressant contre lui. Ils s'embrassèrent jusqu'à ce qu'ils entendent un rire d'enfant dans la maison. Et alors ils se séparèrent, non, se souriant. « Côté 31, murmura Sarah. « Côté 300. » Ils entrèrent dans la maison où Emma et Tommy étaient assis à table. Tommy dessinait avec un crayon sur une feuille de papier. Emma lisait un livre. Quand les adultes entrèrent, les enfants levèrent la tête. « Côte 366, demanda prudemment Emma. « Côte 367, côte 368, Thomas demanda Tommy, la peur dans la voix. « Côte 369. » Cole s'accroupit devant le garçon, malgré la douleur dans son moignon. « Et je ne partirai nulle part, Tommy, je te le promets. C'est ma maison maintenant. Et vous êtes ma famille. » « Vraiment ?» Les yeux du garçon s'illuminèrent. Côte 312. Cole sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda Sarah qui acquiesça à travers ses larmes, puis Emma. La fillette le regardait aussi, et il n'y avait plus de méfiance dans ses yeux. « Bien sûr que tu peux, » dit Cole d'une voix rauque. Côte 300, côte 300. Tommy se jeta dans ses bras, manquant de le faire tomber. Emma se leva, s'approcha lentement et posa une main sur l'épaule de Cole. « Côte 300, » dit-elle doucement. « Côte 300, côte 300. » dit Cole, en l'enlaçant de son bras libre, serrant les 2 enfants contre lui. Bien sûr que c'est possible. Sarah se tenait à côté, essuyant ses larmes avec son tablier, et Cole tendit la main vers elle. Elle prit sa paume, et ils restèrent ainsi, une famille, une vraie famille, qui avait traversé le feu et avait tenu bon. Les semaines suivantes furent consacrées au travail. Cole commença à réparer tout ce qui avait été endommagé pendant la fusillade. Il remplaça les planches trouées, répara la clôture, restaura une partie du toit. Les voisins, apprenant ce qui s'était passé, commencèrent à passer, certains avec de la nourriture, d'autres avec des matériaux, d'autres simplement pour offrir leur soutien. Il s'avéra que beaucoup avaient souffert de la bande de Dalton, et maintenant que la menace avait disparu, les gens étaient reconnaissants. Un des voisins, propriétaire d'un grand ranch, proposa à Cole de travailler pour lui en tant que dresseur de chevaux. Il payait bien, et bientôt, la famille eut de l'argent. Pas une fortune, mais assez pour passer l'hiver, acheter des provisions, et même mettre un peu de côté pour l'avenir. Cole travaillait avec les chevaux, et il se révéla être vraiment talentueux. Sa patience, son calme, et sa capacité à sentir les animaux faisaient des merveilles. Même les chevaux les plus récalcitrants devenaient dociles entre ses mains.
la rumeur du dresseur estropié se répandit dans le comté, et les clients devinrent de plus en plus nombreux. Le soir, une fois le travail terminé, ils se réunissaient autour de la table, Cole, Sarah et les enfants. Ils dînaient, discutaient, riaient. Tommy racontait ce qu'il avait sculpté de nouveau en bois. Emma lisait un livre à haute voix. Sarah partageait ses projets pour le lendemain. Cole écoutait, participait, et s'étonnait chaque fois de voir à quel point tout cela était devenu naturel. Il ne se sentait plus comme un étranger. Il était chez lui. Un soir, alors que les enfants étaient couchés, Cole et Sarah étaient assis sur le porche sous un ciel étoilé. Il faisait froid, les premières gelées étaient passées, et Sarah s'était enveloppée dans un châle. Cole passa un bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « Côte 3 demanda-t-elle doucement. « Côte 3 » Sarah leva la tête et le regarda. « Côte 3 » Côte 3 dit Cole en l'embrassant sur la tempe. « Et vous savez quoi? Ce nouveau départ me plaît plus que mon ancienne vie. » Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits de la nuit, le ululement d'une chouette, le murmure du vent dans l'herbe, l'aboiement lointain d'un chien, des sons de vie paisible que Cole avait appris à apprécier. « Cole, je voulais vous parler de quelque chose, » dit Sarah après un moment, cherchant ses mots. « Notre mariage, il était formel, sur le papier, mais maintenant nous nous aimons. Et je voulais vous demander, vous voulez le rendre réel ?» sourit Cole. « Oui, si vous le voulez aussi. » Il tourna son visage vers lui, la regarda dans les yeux. « Sarah, je veux être avec vous pour toujours. Pas seulement vivre sous le même toit, mais être un vrai mari. Vous aimer, prendre soin de vous, tout partager avec vous, les joies et les peines, les succès et les échecs. Je veux que vous soyez ma femme pour de vrai. » Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle souriait. « Alors je suis à vous, entièrement. » Il l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait une promesse, un serment, le début d'une nouvelle vie. Quand ils se levèrent du porche et entrèrent dans la maison, Cole ferma la porte à clé. Sarah le prit par la main et le conduisit dans sa chambre, leur chambre désormais. Cette nuit-là, ils devinrent véritablement mari et femme, non pas sur le papier, non par arrangement, mais par amour, par choix, par le désir d'être ensemble pour toujours. Le matin les accueillit avec la lumière du soleil perçant à travers les rideaux. Cole se réveilla le premier et regarda Sarah dormir à côté de lui. Ses cheveux étaient étalés sur l'oreiller, son visage détendu, apaisé. Il écarta doucement une mèche de son visage, et elle ouvrit les yeux, souriante. « Bonjour, mon mari. Bonjour, ma femme. » Ils restèrent allongés, se regardant sans avoir besoin de mots. Tout avait été dit la nuit précédente. L'hiver arriva sans crier gare, recouvrant la terre de neige. Mais la maison était chaude. Cole avait préparé suffisamment de bois, et Sarah avait fait des conserves pour toute la saison. Ils passaient de longues soirées près de la cheminée. Cole sculptait des jouets pour les enfants. Sarah tricotait, Emma lisait, Tommy dessinait. Des soirées simples et tranquilles qui valaient en plus que toutes les richesses. Un jour, à la fin de l'hiver, alors que les premiers signes du printemps commençaient à peine à poindre, Sarah annonça la nouvelle. Elle était enceinte. Cole se figea, n'en croyant pas ses oreilles. « Côte 3 traits, côte 3 tranquilles », sourit Sarah à travers ses larmes. « Côte 3 t'inquiète. » Il la souleva dans ses bras, sa béquille tomba, mais ils n'en avaient cure, et la fit tourner en riant. Les enfants accoururent au bruit, et quand ils apprirent qu'ils allaient avoir un petit frère ou une petite sœur, ils se mirent à sauter de joie. La vie continuait. Le printemps apporta de nouvelles tâches. Les semailles, les réparations après l'hiver, le travail avec les chevaux. Le ventre de Sarah s'arrondissait, et Cole la protégeait, l'empêchant de se surmener.
Il prit en charge une plus grande partie du travail à la maison, et les enfants étaient aidés comme ils le pouvaient. Au début de l'été, alors que l'air était imprégné du parfum des herbes en fleurs et du chant des oiseaux, Cole se tenait sur le porche, contemplant ses terres. Les champs verdoyaient, le bétail paissait paisiblement dans l'enclos, les enfants jouaient dans la cour. De la maison s'échappait la voix de Sarah, fredonnant doucement. Il pensait au chemin qu'il avait parcouru, à la guerre, qui lui avait pris sa jambe, mais pas son âme, à sa mère, qu'il avait attendue en vain, au ranch en ruine, qu'il reconstruirait un jour, à Sarah, qui lui avait donné une chance de recommencer. Il pensait que la vraie force ne résidait pas dans les capacités physiques. Elle résidait dans la capacité d'aimer, de protéger, de construire, malgré tout, dans la capacité de se relever après une chute et de continuer à avancer. Il était un estropié, oui, mais il était aussi un mari, un père, un protecteur, un soutien de famille. Il était nécessaire, aimé, heureux, et cela le rendait plus fort que n'importe quel homme valide. Sarah sortit sur le porche, l'enlaça par derrière et posa sa tête sur son épaule. « À quoi pensez-vous? À la chance que j'ai? » « Nous avons de la chance, » corrigea-t-elle, tous les deux. Ils restèrent ainsi enlacés, regardant le coucher du soleil. Emma et Tommy accoururent vers eux et leur prirent la main. Une famille. Une vraie famille solide, qui avait surmonté toutes les épreuves. Et Cole le savait. Quoi qu'il arrive ensuite, ils s'en sortiraient. Ensemble. Parce que l'amour, le véritable amour, rend un homme invincible. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes rouges et dorées. L'Ouest sauvage était rude et impitoyable. Mais ici, dans cette petite ferme, au milieu des prairies infinies, l'amour avait fleuri. Et c'était la plus grande victoire de toutes.